Depuis son apparition il y a presque 2 ans, le conflit ukrainien est de plus d'une ambivalence quant à sa nature. D'une part, il est le reflet du profond clivage qui existe entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine, mais d'autre part, il met de prise des acteurs mondiaux qui ont fait ingérence dans la crise, qui en envoyant des troupes, qui en fournissant des armes, qui en décrétant des sanctions. Notre objet sera donc le suivant, analyser ce conflit selon ces deux approches, la sociologie d'une part et la géopolitique d'autre part, au moyen de nos outils habituels, histoire, économie et géographie. Voici l'Ukraine. L'Ukraine s'étend sur 600 000 km², soit le plus grand pays d'Europe après la Russie. L'Ukraine compte 43 millions d'habitants, une population en baisse depuis la fin du XXe siècle. L'Ukraine est un des pays les plus pauvres d'Europe avec un salaire moyen inférieur à 300 $ par mois. De par sa position géographique, l'Ukraine occupe une position de carrefour entre la Fédération de Russie à l'est, l'ancien empire russe, et l'Europe occidentale à l'ouest, aujourd'hui l'Union européenne. Cet élément est une constante de l'histoire ukrainienne puisque le pays n'a longtemps été qu'une zone de confins que se disputaient les empires russes, austro-hongrois et ottomans. Carrefour géographique, l'Ukraine est donc un pays à l'unité récente puisque cette république n'a été fondée qu'en 1991 après la chute de l'URSS. L'Ukraine est également un État fragile sur lequel a toujours plané la menace de désagrégation. Ainsi, le secteur informel engloutit plus de 25% du produit intérieur brut. L'Ukraine souffre également d'une classe politique oligarchique et corrompue. Mais si l'on parle aujourd'hui de l'Ukraine, c'est qu'elle est depuis novembre 2013 en proie à un conflit qui a connu de nombreuses évolutions. Ce fut d'abord une crise politique. En novembre 2013, la population kievienne manifeste contre le président Viktor Yanukovych après que celui-ci ait rompu les négociations avec l'Union européenne pour un accord commercial sous la pression de la Russie. Il est accusé de clientélisme et de bafouer les aspirations européistes de la population. Ce mouvement aboutit en février 2014 avec la démission du président. Mais suite à la démission du président Viktor Yanukovych, c'est au tour de l'Est du pays de se soulever, en faveur cette fois du président déchu. Les manifestants dénoncent la présence à Kiev d'agitateurs occidentaux comme le sénateur américain John McCain ou le ministre allemand Guido Westerwelle, venus soutenir sur place les manifestations. Ils voient dans le mouvement Maïdan un putsch. Enfin, en avril 2014, avec le lancement par le gouvernement de Kiev d'une opération antiterroriste, en vertu de laquelle l'armée prend la place de la police, le conflit ukrainien devient une guerre civile. Si l'on résume, on a aujourd'hui des milices séparatistes soutenues par l'armée russe qui s'opposent à l'armée ukrainienne subventionnée par les États-Unis, épaulées par des milices nationalistes en partie composées de miliciens polonais et croates. D'un point de vue politique, le gouvernement de Kiev, présidé par Petro Poroshenko et soutenu par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, s'oppose aux républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des États fantoches vivant des subsides de la Russie. Depuis avril 2014, cette guerre civile a déjà fait environ 7000 morts, en majorité des civils, et pas moins d'1 demi-million de déplacés. Ce conflit a révélé la remarquable inefficacité de la diplomatie occidentale, de l'Union européenne en particulier, puisqu'aucun des cessez-le-feu ratifiés n'a été appliqué durablement. Ainsi, les combats font rage dans l'est de l'Ukraine depuis juin 2015, alors qu'officiellement, la trêve signée à Minsk en février 2015 est toujours en vigueur. L'apparition de ce conflit et son envenimement ont été très brusques. Comment l'expliquer ? Une partie de la réponse se trouve à l'échelon national. D'un point de vue économique, l'Est est globalement plus riche que l'Ouest. Il concentre la majeure partie de l'industrie ukrainienne basée sur la métallurgie et sur l'extraction minière. L'Ouest, quant à lui, possède l'atout agricole traditionnel, mais surtout le pouvoir politique. Mais l'avantage de l'Est tend à s'effilocher, puisque l'Est est confronté d'une part à la crise de l'extraction minière et d'autre part à un appareil productif vieillissant. Cette crise est à l'origine de rancœur vis-à-vis du pouvoir politique basé à Kiev. À cette fracture économique est greffée une fracture ethno-linguistique. En effet, la minorité de Russes ethniques que compte l'Ukraine est concentrée à l'est du pays, où c'est la langue russe qui est majoritaire. Au contraire, à l'ouest, c'est bien sûr l'ukrainien qui domine. Or, cette fracture ethno-linguistique est à l'origine de profondes dissensions. Ainsi, c'est la volonté du gouvernement issu de la révolution de Maïdan de retirer aux Russes son statut de langue officielle qui est à l'origine des premières manifestations dans l'Est. La fracture Est-Ouest s'illustre aussi d'un point de vue politique. Lors des élections présidentielles de 2012, l'Est a accordé massivement ses voix à Viktor Yanukovych, qui militait pour un rapprochement limité avec la Fédération de Russie, tandis que l'Ouest a accordé un plébiscite à son opposante, Yulia Tymoshenko, qui militait pour un rapprochement avec les institutions européennes. On mesure donc que le président Viktor Yanukovych, destitué par le mouvement du Maïdan, jouissait d'une réelle popularité à l'est du pays.
Le conflit Est-Ouest en Ukraine prend également la forme d'une guerre des mémoires, une guerre des mémoires autour du passé soviétique de l'Ukraine. Ainsi, l'ouest du pays, foyer traditionnel du nationalisme ukrainien, a tendance à considérer l'URSS comme un envahisseur. Au contraire, l'est du pays, en majorité russophone, a plutôt tendance à considérer l'URSS comme un allié. La Seconde Guerre mondiale constitue en la matière une pierre d'achoppement exemplaire. Ainsi, l'ouest du pays, suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée allemande, s'est allié à la Wehrmacht contre l'ennemi commun soviétique et a participé au massacre des minorités. Au contraire, l'est du pays a été le foyer de la résistance en faveur de l'URSS. Aujourd'hui encore, ce passé tragique cristallise les rancœurs entre le gouvernement de Kiev et les régions séparatistes. Ces quelques éléments nous ont permis de comprendre que l'unité de l'Ukraine est quelque chose de tout à fait incertain, puisque ce pays porte depuis sa création en 1991 les germes de la crise qui est aujourd'hui à l'origine de son démembrement. Néanmoins, réduire la pensée des Ukrainiens à leur position géographique relève de la caricature. Il n'a échappé à personne que ce conflit mettait en confrontation des grandes puissances, bien sûr la Russie, l'Union européenne, mais aussi les États-Unis. Il faut donc chercher les origines de ce conflit à une autre échelle. Ce qui est frappant avec le conflit qui nous intéresse, c'est que dès ses premiers jours, la crise a été placée sous le sceau de problématiques dépassant le cadre de l'Ukraine. Le mouvement Maïdan d'abord. S'il est avant tout le fruit de l'exaspération des Ukrainiens vis-à-vis du régime de Viktor Yanukovych, ce mouvement a été également déclenché par des éléments du contexte international. Ainsi, l'Union européenne était sur le point de signer un accord commercial baptisé Partenariat oriental avec l'Ukraine de Viktor Yanukovych. Mais cet accord était désastreux pour Vladimir Poutine, le président russe, qui a alors avancé une offre rivale, l'Union eurasiatique, en même temps qu'il accordait un prêt à l'Ukraine. En conséquence de quoi, le président Viktor Yanukovych a cru sage de rompre les négociations, déclenchant par là même la révolution du Maïdan. D'autre part, aussi bien pour le gouvernement de Petro Poroshenko que pour les républiques séparatistes, la guerre serait le résultat de manipulations internationales. Pour Kiev d'abord, la guerre résulterait de la main noire de Moscou. Ces allégations sont corroborées par la concentration d'intérêts stratégiques russes majeurs en Ukraine. L'Ukraine est en effet parcourue par les gazoducs partant de Russie en destination du marché européen. Ces réseaux sont gérés par la société d'État Gazprom, détenue à 90% par la Russie. L'Ukraine est donc une région de transit, un corridor d'exportation vital pour la Russie quand on sait que les hydrocarbures représentent 50% des recettes budgétaires russes. D'autre part, la Russie disposait dès avant la guerre d'une concession pour maintenir sa flotte militaire stationnée en Crimée, à Sébastopol. Cette concession était stratégique puisqu'elle permettait à la Russie d'avoir un accès à la mer Noire. Plus qu'un enjeu stratégique, l'Ukraine représente également un enjeu politique et économique pour la Russie de Vladimir Poutine. Prenons d'abord la politique. En interne, Vladimir Poutine se pose en rassembleur de ce qu'il appelle les terres russes historiques et en protecteur des 25 millions de russophones restés en dehors de la Russie après la fin de l'URSS. Pour lui, l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, ont cherché à endiguer l'influence de la Russie en la coupant de ses alliés traditionnels régionaux. Poutine prétend donc rendre sa grandeur à la Russie, une politique qui passe par une affirmation de sa sphère d'influence traditionnelle, dans laquelle il inclut l'Ukraine. L'économie, d'autre part, a partie liée avec les ambitions politiques de Vladimir Poutine. Celui-ci pensait en effet réaliser ses ambitions politiques via l'Union eurasiatique, qui aurait dû englober l'Ukraine. Celle-ci, de par sa population, son PIB et sa superficie, en aurait été le membre le plus important après la Russie. Cette Union eurasiatique consistait en une zone de libre-échange, incluant les pays avec lesquels la Russie partageait d'ores et déjà un système de normes communes. Le mouvement Maïdan a montré que l'Ukraine préférait l'Union européenne à l'Union eurasiatique de Vladimir Poutine. Le mouvement Maïdan a donc signé la fin du projet eurasien. D'où la conclusion des analystes, Poutine aurait attaqué l'Ukraine pour la garder dans son giron. Il aurait donc armé des milices séparatistes et envoyé officieusement l'armée russe. Pour la Russie et les régions séparatistes qu'elle soutient, le gouvernement de Kiev ne serait que la partie émergée d'un complot fomenté par l'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis, pour isoler la Russie. Cette politique aurait deux instruments, l'OTAN d'une part et l'Union européenne d'autre part. Prenons l'OTAN d'abord. L'OTAN, c'est manifeste, est une alliance militaire résultant de la guerre froide. Pour la Russie, les États-Unis cherchent à court-circuiter le Conseil de sécurité de l'ONU en autoproclamant l'OTAN garante du droit international. Pour la Russie toujours, l'OTAN est toujours dirigée à son encontre. Il vise selon elle à endiguer son influence régionale en pénétrant toujours plus avant à l'est de l'Europe. Justement,
l'extension de l'OTAN à l'est de l'Europe constitue un contentieux vivace entre la Russie et les États-Unis. La Russie brandit la promesse formulée par les États-Unis en 1989 à Malte de ne pas élargir l'OTAN suite à la chute de l'URSS. Or, cet élargissement a bien eu lieu, en 1999, en 2004, en 2007, incluant des pays autrefois membres de l'URSS. D'autre part, Bush Jr. avait pour projet de faire adhérer l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN, un projet qui a dû être abandonné, n'ayant pas rencontré de soutien des populations. Malgré l'échec rencontré en Ukraine et en Géorgie, l'OTAN est frontalière de la Russie via les pays baltes, d'où une escalade des tensions. Intéressons-nous à présent à l'Union européenne. C'est manifeste là encore, l'élargissement de l'Union européenne a accompagné l'élargissement de l'OTAN. Ainsi, pour certains analystes comme Jean-Pierre Chevènement, l'Union européenne a été instrumentalisée par les tenants d'une extension de l'OTAN toujours plus à l'est. D'autre part, il existe un débat au sein même de l'Union européenne entre partisans d'une politique d'endiguement vis-à-vis de la Russie et partisans du maintien d'une politique euro-russe. Or, avec l'adoption des sanctions au sujet du conflit ukrainien et avant elle avec le lancement du partenariat oriental à destination du pays du voisinage immédiat de la Russie, c'est la politique d'endiguement qui semble l'avoir emporté. Il est donc manifeste que chacun des belligérants, l'Ukraine de Kiev comme les régions séparatistes, crie au complot dans ce conflit, en un mélange d'idées fantasmatiques et d'éléments bien concrets. Notre but n'est pas de nous poser en arbitre entre les deux parties, mais ce débat nous montre simplement que le conflit ukrainien a beaucoup à voir avec des données géopolitiques mettant en prise des grandes puissances. Ce que nous avons voulu vous montrer, c'est que si le conflit qui sévit en Ukraine met aux prises un Est et un Ouest profondément divisés, ce conflit qui pourrait paraître sociologique de prime abord s'est joué et se joue avant tout à une échelle globale. Car les grandes puissances, la Russie bien sûr, mais aussi l'Union européenne et les États-Unis, ont profité de cette division pour affirmer leur influence sur l'Ukraine, procédant pour ce faire à un véritable démantèlement du droit international. Pour autant, le massacre à huis clos qui se trame en Ukraine est-il le symptôme d'une nouvelle guerre froide, comme certains l'affirment? Il y a lieu d'en douter, car la Russie n'est plus un bloc. Elle fait cavalier seule contre un Occident qui s'est élargi. Ce conflit ne sera donc résolu que si les différents acteurs redéfinissent les règles d'un jeu mutuellement acceptable, pour reprendre l'analyse de Jean-Pierre Chevènement. Ainsi seulement, l'Union européenne et la Russie pourront procéder au nécessaire apaisement de leurs rapports.